Bien, bonjour. J'ai le grand plaisir de vous présenter quelqu'un qui n'a sans doute pas besoin d'être présenté, mais je le ferai quand même. Didier Fassin, qui a la gentillesse de venir faire un séminaire au Collège de France, et je le remercie vraiment très, très sincèrement. Euh, Très brièvement, Didier, de formation, est médecin, interniste, mais très rapidement dans sa carrière parisienne, il s'est intéressé à la santé publique, disons, hors des aspects cliniques du travail quotidien. Et puis très rapidement aussi de la santé publique, il s'est intéressé, je dirais, à ce qu'on appelle maintenant aux aspects qualitatifs de la santé publique ou de l'épidémiologie, c'est-à-dire à l'anthropologie et à la sociologie. Et il est devenu quelqu'un de véritablement incontournable dans ce domaine de l'anthropologie, de la sociologie médicale, et la plupart d'entre vous le savent très bien, et je vous remercie d'être là nombreux pour l'écouter aujourd'hui. Pour résumer son travail, parce que ce serait virtuellement impossible, ce que j'aimerais dire à la lecture de certains de ses ouvrages et de ce que j'ai pu lire et entendre de lui, c'est qu'au fond, et il contredira si j'ai tort, Didier s'est situé toujours, que ce soit, disons, à l'étranger, dans ses travaux en Afrique, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Équateur, mais aussi en France, dans ces zones très particulières où, au fond, les populations sont en confrontation et en souffrance par rapport à ce qu'on pourrait appeler le pouvoir. Alors ça peut être le pouvoir médical, ça peut être le pouvoir économique, ça peut être le pouvoir politique en réalité. Et de là, il a tiré une véritable, non seulement analyse très pointue, anthropologique et sociologique, mais il a aussi réussi à en tirer, je dirais, des paramètres moraux universels. Et je crois que c'est ça qui caractérise véritablement son travail. Et ce que je trouve absolument formidable, justement, c'est cette capacité qu'il a à aller véritablement dans le concret, dans les choses de tous les jours, de les observer et d'en tirer des éléments, encore une fois, à la fois de réflexion, d'action aussi, mais de morale critique qui sont véritablement spectaculaires et qui se traduisent bien entendu dans les nombreux ouvrages qu'il a écrits maintenant au fil des années. Alors je parlais de ces interfaces très particulières, bien entendu. Il les a explorées avec le sida, que ce soit en France ou que ce soit en Afrique du Sud. Il les a explorées plus généralement avec la souffrance des maladies infectieuses et le regard et l'interface qui peut se créer, et en particulier avec le pouvoir médical. On en entend parler avec les épidémies, avec Ebola en particulier, qui est un exemple de ce que peut être la complexité d'une situation sociologique où se retrouvent des patients de pays déshérités, en présence d'un système médical généralement défaillant, en présence de l'intrusion, si on peut dire, d'organismes extérieurs, médicaux et autres, au fond d'une prise de pouvoir tout à fait inhabituelle qui crée un tissu de complexité sociologique qu'il a réussi à disséquer et dont sans doute il nous parlera là. Mais ce qui est assez impressionnant, je dirais, c'est de lire ce qu'il a pu produire ces dernières années avec cette approche, par exemple, on parlait de personnes ou de populations en interface ou en souffrance avec le pouvoir, son travail sur les relations entre les jeunes de banlieue et la police, par exemple, son travail dans les prisons. J'entendais ce matin, c'était très drôle, un leader syndicaliste du personnel pénitentiaire qui se plaignait de la façon dont c'était géré au fond leurs relations avec les personnes emprisonnées. C'était l'occasion de cette tentative de meurtre dans le Nord. Et il nous disait, mais qu'est-ce qu'ils font dans les ministères? Ils n'ont pas lu les travaux de Didier Fassin. Donc j'ai trouvé ça très très drôle. Je me suis dit, au fond, peut-être au-delà de la morale, il y a aussi des choses très, très concrètes à apprendre dans tout ça. Donc Didier a couvert énormément, bien entendu, de domaines. Vous avez sans doute lu Les Nouvelles Frontières de la France. Il vient de sortir un livre qui s'appelle tout simplement La vie,
j'ai lu en partant ce week-end aux États-Unis, que j'ai trouvé tout à fait passionnant. Donc, encore une fois, quelqu'un d'extrêmement intéressant dans ses approches, et j'espère que vous serez, comme moi-même, passionné de l'écouter. Pour résumer sur le plan de sa carrière, au-delà de sa formation médicale et de ce passage vers la santé publique, l'anthropo et la sociologie, il a, je dirais, monté tous les grades possibles, puisqu'il est à l'heure actuelle directeur de recherche à l'école pratique des hautes études de sciences sociales. Et depuis quelques années maintenant, il est professeur à Princeton, Institute for Advanced Studies, l'Institut d'études avancées de Princeton, qui est sans doute un des instituts les plus prestigieux dans ce domaine, où il a, je lui demandais tout à l'heure son secret, réussi progressivement à transposer au fond sa méthode de travail qu'il a éprouvée en France ou dans les pays en voie de développement à la sociologie, je dirais, très particulière correspondant aux États-Unis. Donc Didier, merci encore d'avoir accepté de venir, y compris dans des conditions médicales pas très confortables, et on en est d'autant plus heureux d'avoir ici. Merci. Bien, merci pour cette invitation et cette présentation. Je suis reconnaissant à Philippe Sansonetti et Alain Fischer et au Collège de France, et très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je relevais des petits détails d'affinité entre nous, puisque Philippe est chercheur et directeur de recherche à l'Institut Pasteur, et je suis membre moi-même du comité d'éthique de cette institution. Et puis Alain est membre du conseil scientifique d'une association qui s'appelle l'IRIS, si je ne me trompe pas. Et j'ai créé un laboratoire il y a quelques années, un laboratoire qui s'appelle l'IRIS, mais qui a une signification différente, puisque ça veut dire Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Donc voilà, quelques liens un peu anecdotiques. Comme l'a dit Philippe Sansonetti, je suis médecin et je suis ensuite passé à l'anthropologie et à la sociologie. Ce que je voudrais essayer de faire aujourd'hui, c'est d'engager une sorte de dialogue entre les sciences sociales et la santé publique notamment, mais santé publique au sens large, puisque ça peut inclure aussi des aspects proprement de médecine clinique ou de recherche biologique. Alors, bien que mes travaux se soient récemment éloignés du thème de la santé proprement dite, auquel j'avais consacré quelques années, j'ai continué à réfléchir sur certains de ces aspects spécifiques, ou au contraire très généraux. Par exemple sur les théories du complot, qui, comme vous le savez, sont particulièrement prévalentes dans le domaine de la santé. Également sur la santé mentale en prison, en relation avec le travail ethnographique que j'avais conduit pendant 4 ans dans une maison d'arrêt. Et plus récemment, comme ça vient d'être mentionné, sur quelque chose de plus, a priori plus abstrait, mais en fait extrêmement concret, qui est la question de la vie et des vies à l'occasion des conférences Adorno qu'on m'avait demandé de donner et que j'ai transformé en ouvrage qui est sorti la semaine dernière. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est fixer mon attention et nourrir notre réflexion commune sur ce qu'il y a quelques années, reprenant un titre de Louise Buñuel bien connu, j'avais appelé cet obscur objet de la santé globale, retrouvant au passage une formule que vous connaissez peut-être d'un épidémiologiste de l'INSERM, Marcel Goldberg, qui avait lui-même intitulé, dans le premier numéro de ce qui était alors une nouvelle revue, Sciences sociales et santé, intitulé son article « Cet obscur objet de l'épidémiologie ». Il s'agit là d'une coïncidence. Alors en français, on utilise peu, je crois, l'expression « santé globale ». Ou plutôt, je dirais, en France, nous parlons généralement de global health en utilisant l'expression anglaise et en considérant l'adjectif global ou l'idée de globalisation comme un anglicisme, et certains auteurs d'ailleurs refusent d'utiliser ces termes, préférant
le terme mondialisation, et donc en l'occurrence parler de santé mondiale ou comme on le faisait il y a quelques années, de santé internationale. Encore qu'on puisse trouver des différences entre santé mondiale et santé internationale. Et notamment, on hésite à utiliser santé globale, et je m'en suis rendu compte encore il y a quelques jours en disant sur quoi j'allais faire cette conférence, puisque en France, en français, l'idée de santé globale a longtemps correspondu à une idée de médecine holiste, de prendre en charge la totalité des aspects de la santé, les symptômes, la maladie, les dimensions sociales, culturelles, etc. Alors aux États-Unis, on a beaucoup moins d'hésitation, et sur une recherche que j'ai faite avant de venir sur Google, le mot Global Health rassemble 62 600 000 résultats, donc il y a de quoi lire. Et je dirais que la plupart des agences internationales, des organismes gouvernementaux nationaux, des compagnies pharmaceutiques, des institutions académiques, des organisations humanitaires ont des programmes de recherche, des programmes de développement, des programmes d'enseignement, ont des sites web, etc., autour de ce qu'on appelle donc Global Health. Aujourd'hui, il n'y a pas une grande université aux États-Unis qui n'ait comme Harvard son Initiative for Global Health, tel Johns Hopkins son Center for Global Health, à l'instar de Princeton son Program in Global Health, à la manière de Duke son Master of Science in Global Health, ou encore à l'image de Washington University, c'est Global Health Scholars. Les organisations de recherche publiques comme les National Institutes of Health, ou bien privées comme la Bill and Melinda Gates Foundation, mettent en place d'importantes opérations de Global Health. De la même manière, on a des organismes de développement publics comme l'USAID, le CDC, le World Economic Forum, ou bien privés comme la Kaiser Family Foundation, l'Open Society de George Soros, mais également des églises, l'église méthodiste, l'église des Adventistes du 7e jour, le Catholic Relief Service, et puis l'industrie du médicament, comme je l'évoquais, GlaxoSmithKline, Merck, Pfizer, Novartis, ont leur Global Health Innovation Fund, Global Health Grants, Global Health Partnership. Et puis en termes de revues, vous n'êtes peut-être pas familier, et moi-même je ne l'étais pas, mais on a plusieurs revues scientifiques qui s'intitulent The Journal of Global Health, Global Public Health, Global Health Governance, Global Health Action, Globalization and Health, ou bien le Lancet Global Health. Autrement dit, non seulement le mot Global Health a remplacé International Health, mais est devenu en quelque sorte un terme dont on ne peut plus se passer, et notamment pour recueillir, puisque c'est quand même un des objets principaux, recueillir des fonds pour ces différentes activités. Alors la question évidemment qu'on doit se poser devant une telle innovation linguistique, c'est de savoir à quoi elle correspond. Est-ce qu'on a affaire à une création de marketing social ou bien à une réalité véritablement nouvelle? L'expression relève-t-elle de la simple opération de communication qui est nécessaire pour attirer ces fonds publics ou privés dont je parlais, dans un domaine où il faut toujours faire preuve d'inventivité, de créativité, ou bien est-ce qu'on décrit des formes inédites de circulation et de connexion des savoirs, des technologies, des pratiques? Et même, je dirais, pour ce qui me concerne, ou ce qui concerne certains d'entre nous, en reprenant à son compte cette terminologie, est-ce que le chercheur n'est pas lui-même redondant avec cette mode, hype, comme on dirait en anglais, en légitimant une notion qui est déjà en vogue, ou bien le chercheur se doit-il, au contraire, d'analyser ce qu'elle recouvre de spécifique? Alors, à bien des égards, on serait tenté d'abonder dans le sens de l'historien australien Warwick Anderson, qui se demande comment résister à la vision hydraulique, c'est comme ça qu'il l'appelle, de flux transnationaux
que suppose le terme globalisation, ou bien de la sociologue israélienne Nitzan Chorev, qui, au terme d'une enquête sur l'OMS, affirme, en paraphrasant un titre de Bruno Latour que vous connaissez certainement, « Nous n'avons jamais été globaux ». Il est vrai que si on y regarde de près, on trouverait aisément des formes de globalisation de la santé bien plus anciennes, et notamment, sans remonter très loin, dans les empires coloniaux. Et je vous renvoie aux travaux notamment de Guillaume Lachenal, qui étudie cette médecine coloniale de façon extrêmement riche et intéressante. Par ailleurs, on sait que la principale raison pour laquelle l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a transformé ses programmes de santé internationale en programmes de santé globale, était un changement de nom pour ne pas être marginalisé à un moment où on avait une montée des organismes privés, et en particulier de la Bill and Melinda Gates Foundation, qui devenait une institution plus importante que l'OMS dans le tiers-monde. C'est l'objet d'un article dans l'American Journal of Public Health de Theodore Brown, Marcos Cueto et Elizabeth Fee. Autrement dit, je dirais qu'il faut se garder de deux choses. D'une part, d'un excès de présentisme, c'est-à-dire surestimer l'originalité du présent, ne voir que de l'inédit dans ce qui se passe, et bien sûr, ça ne concerne pas seulement le domaine de la santé. Et puis, deuxièmement, se garder aussi d'un défaut, d'un déficit de nominalisme, car l'existence du mot ne garantit pas l'existence de la chose qu'il est censé décrire, et là encore, c'est un problème très général en sciences sociales. En fait, on pourrait dire que même parmi ceux qui utilisent le terme santé globale, il n'y a pas de consensus sur ce qu'il signifie, santé globale ou global health, et l'on pourrait reprendre à cet égard ce qu'écrivait le critique littéraire états-unien Frederick Jameson à propos de la globalisation. Il écrivait un ouvrage sur la globalisation et il disait « Ce terme, ça n'est pas une citation, ce terme contesté ressemble un peu à ce fameux éléphant de la fable indienne que beaucoup d'entre vous connaissent certainement et qui raconte comment des aveugles avaient été placés devant un éléphant et donc souhaitaient décrire cet éléphant. Mais comme ils étaient aveugles, c'était par leur toucher qu'ils pouvaient se donner une idée. Et donc le premier aveugle touche la trompe et décrit l'éléphant comme un gros serpent. Le second touche l'oreille et parle d'un grand éventail. Le troisième touche la patte et parle de tronc d'arbre. Un quatrième touche la queue et dit c'est une corde. Le cinquième palpe le flanc et dit on dirait un mur. Et le sixième et dernier touche la défense et dit c'est une lance. Et cette histoire est bien connue, et cherche généralement à montrer la relativité des choses, mais Jameson, lui, dit mais au fond, l'éléphant, il existe bien quand même. Et donc, ce que je vais essayer de supposer ici, c'est que même si on peut faire un certain nombre de critiques à l'usage de ce terme, même si on peut en voir les limites, il y a peut-être quand même quelque chose d'intéressant à rechercher derrière cette expression. Donc, risquons donc, sinon une définition ou une théorie, ce que je ne me hasarderai pas à faire, au moins une caractérisation de cette santé globale, pour autant qu'on accepte ce terme. Alors, je vous donnerai donc 5 traits de la santé globale, épidémiologique, démographique, économique, technique et organisationnelle. Ces 5 traits n'épuisent certainement pas la totalité des caractéristiques qu'on peut trouver ou décrire pour la santé globale, mais nous permettent de mettre en évidence un certain nombre d'éléments peut-être intéressants pour notre propos. À chaque fois, j'essaierai de montrer plusieurs dimensions qui, du reste, sont souvent en tension les unes avec les autres. Alors, sur le plan épidémiologique, on pourrait dire que la globalisation se caractérise d'une part
par une relative homogénéisation des profils des patients. Ça a été décrit dans de nombreux articles, avec par exemple en Afrique le développement des maladies cardiovasculaires ou des maladies métaboliques ou de la santé mentale. Homogénéisation qui correspond pour une part à des modifications dans les pratiques comportementales, notamment alimentaires, mais pour une autre part aussi, tout simplement, au fait qu'on reconnaît des pathologies qu'avant on ne savait pas diagnostiquer ou qu'on n'avait pas les moyens de diagnostiquer. Mais d'autre part, on observe, et c'est pas tout à fait, ça n'est pas contradictoire, mais c'est une tension, on le voit bien, une inégalité entre dans le domaine de la santé entre les pays et au sein des pays, inégalité selon des catégories sociales, selon le sexe, selon l'appartenance ou non à des minorités, etc. Deuxième caractéristique très générale, elle est démographique. La globalisation en général et celle de la santé en particulier, eh bien, se caractérise par des mobilités, des mouvements. Ces mouvements touchent d'abord les populations, c'est une chose tout à fait évidente et on ne cesse d'en parler dans le contexte français. Des mouvements de population, sachons ou rappelons qu'il y a environ, selon les Nations Unies, 250 millions de migrants dans le monde, auxquels s'ajoutent 65 millions de déplacés, qui sont soit des personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur pays, soit des personnes qui sont réfugiées à l'extérieur. Et évidemment, cela pose des problèmes de santé particuliers, notamment en termes de prise en charge de ces personnes et éventuellement parfois de circulation de pathologies. Mais c'est aussi une mobilité des professionnels. On a utilisé souvent l'expression de brain drain, qui en fait au départ était une expression péjorative qui désignait le départ d'Angleterre de professionnels vers les États-Unis. Mais on sait qu'aujourd'hui, par exemple dans un pays comme l'Afrique du Sud, il y a des départs très importants de personnels paramédicaux vers la Grande-Bretagne, qui a évidemment des liens particuliers avec ce pays, mais aussi vers les Émirats arabes unis et toute la péninsule arabique. Donc, déplacement de professionnels, mais aussi déplacement de patients. Et il y a, pour utiliser une autre expression qui s'est banalisée ces dernières années et qui n'a pas toujours une bonne connotation, ce qu'on appelle le tourisme médical et qui prend différents aspects, mais qui constitue aujourd'hui une ressource en Inde qui est tout à fait importante, puisque des personnes vont se faire soigner en Inde où on a une très haute qualité de technicité et d'expertise et des prix qui sont bien inférieurs. C'est le cas notamment pour les greffes d'organes. Et il y a tout un marché des greffes de reins avec des prélèvements dans les quartiers pauvres et des greffes qui se font généralement sur place dans ces pays. Troisième dimension générale, elle est économique. Et la mondialisation se caractérise par une circulation des biens, on peut penser aux médicaments notamment, mais aussi à d'autres, toutes sortes d'éléments, des tests biologiques par exemple, qui circulent. Alors évidemment, ça n'est pas totalement nouveau, mais ça s'est diffusé de façon considérable. Et puis c'est aussi une circulation des parties du corps, puisque comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a des prélèvements d'organes. Ces organes peuvent être greffés sur place ou ils peuvent être envoyés ailleurs, notamment aux États-Unis ou en Angleterre. Et puis des
des prélèvements qui concernent le génome, et vous savez peut-être qu'il y a eu toute une série de polémiques autour des programmes du génome humain qui cherchaient à caractériser les populations, disons, qui avaient été peu en contact avec le monde occidental. Dimension technique, au quatrième point, c'est-à-dire exportation de technologies. Hein, on peut penser par exemple aux hôpitaux chinois sur le continent africain, mais aussi d'externalisation des expertises. Et là, c'est un phénomène différent. Hein, c'est pas une exportation, c'est une externalisation. Et cette externalisation, elle concerne par exemple les radiographies, et quand je dis radiographie, il faudrait dire l'imagerie médicale dans un sens beaucoup plus large, des scanners, des IRM, etc., qui sont pratiquées dans une clinique des États-Unis et qui sont lues, là encore, en Inde. Et c'est une pratique qui est tout à fait, non pas généralisée, mais en tout cas banalisée aux États-Unis. Et puis, cinquième et dernier point, il est organisationnel. Et la mondialisation se caractérise par une bureaucratie internationale, l'OMS, l'UNICEF, UNAIDS, les coopérations bilatérales, mais aussi les organisations non gouvernementales, les églises, les think tanks. Donc toute une bureaucratie qui se développe avec évidemment des logiques très, très différentes, comme vous pouvez le deviner pour ce qui concerne les exemples que je viens de citer. Et puis également des réseaux qui se développent de façon extrêmement active entre des agents qui jusqu'alors n'auraient pas travaillé ensemble, par exemple des organisations non gouvernementales avec des institutions publiques, des agences privées, etc. En somme, on pourrait dire que la santé globale n'est pas seulement un signifiant, pour utiliser un langage linguistique, n'est pas seulement un signifiant, c'est-à-dire un slogan efficace, comme on pourrait le penser. Elle est peut-être ça aussi, elle est sûrement ça aussi, mais elle est également un signifié, c'est-à-dire un contenu observable, même si, encore une fois, il ne s'agit pas d'hypertrophier la dimension récente des phénomènes que je viens de dire. Mais pour autant, on a accompli qu'une compréhension très partielle d'un objet, donc ici la santé globale, si on se contente de le caractériser comme je viens de le faire. Alors, c'est une étape importante de savoir de quoi l'on parle, mais ça n'est pas suffisant. Il faut savoir aussi, et je crois que c'est très important, ce qui est en jeu. Et c'est à ces enjeux, et c'est une notion pour moi qui est si importante que les deux laboratoires que j'ai dirigés, le CRESP, le Centre de recherche sur les enjeux de santé, et l'IRIS, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, eh bien, dans les deux cas, vous retrouvez le terme enjeu qui, pour moi, est une façon d'utiliser les sciences sociales pour décrire le monde. Donc, quels sont ces enjeux? C'est ce que je vais essayer ce sur quoi je vais essayer de réfléchir dans le reste de cet exposé. Et je vais le faire en considérant, en forme de prologue, ce qui vient probablement à l'esprit de nombre de personnes à qui l'on parle aujourd'hui de santé globale ou au moins de global health dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire l'épidémie à virus Ebola, et tout à l'heure Philippe l'a mentionné. Je l'utilise comme un révélateur. Je ne suis pas un spécialiste de cette épidémie, mais il me semble qu'elle nous donne à penser précisément la question de la globalisation de la santé. Bien sûr, elle s'inscrit dans une série relativement longue et qui va certainement se prolonger. L'encéphalopathie spongiforme bovine, la maladie de la vache folle, le syndrome respiratoire aigu sévère, le SARS, la grippe aviaire H1N1, la grippe porcine H5N1, etc. Et donc certainement d'autres à venir, comme l'écrit Bill Gates dans un article, un éditorial qu'il a fait dans le New England Journal of Medicine. Alors,
lorsque l'épidémie d'Ebola a pris des proportions relativement importantes, eh bien, on a parlé de Global Crisis, ce sont les termes de la Harvard Medical School, donc de crise globale, de Global Security Threat, menace globale sur la sécurité, c'était le président des États-Unis, Barack Obama, d'urgence de santé globale, Global Health Emergency, la directrice de l'OMS. Autrement dit, on a la notion, d'abord la répétition du terme global et la notion d'un problème d'ampleur majeure. Et si vous vous souvenez, durant l'année 2014, combien les informations pouvaient sembler inquiétantes qui nous parvenaient de ces trois pays, la Guinée, le Sierra Leone et le Libéria. Alors, ce n'était évidemment pas la première fois que le virus Ebola donnait lieu à des épidémies en Afrique. Les premières, pour ceux d'entre vous qui le savent, les premières étaient en 1976, donc à ce qui était à l'époque le Zaïre, avec 318 cas, dont 280 décès. Et la même année, et d'ailleurs c'est de là que vient le terme Ebola, parce qu'il y avait une rivière, je crois, qui passait dans la région où a eu lieu l'épidémie. Et puis la même année au Soudan, 284 cas, 151 décès. Donc une maladie à la fois locale, très inquiétante en raison de sa létalité. Depuis 1976, les premiers cas, il y a eu 7 poussées épidémiques en République démocratique du Congo, 5 en Ouganda, 4 au Gabon, 3 au Congo, 3 au Soudan. À chaque fois, il s'agissait en général de quelques dizaines de cas, parfois quelques centaines, et la létalité s'échelonnait entre 25 et 90%. Alors, l'épidémie récente, celle dont je dirai quelques mots maintenant, a été rapportée pour la première fois le 23 mars 2014 dans une région forestière du sud-est de la Guinée à la frontière avec le Libéria et le Sierra Leone. Et donc, il y a eu assez rapidement, quand même en quelques mois, une extension au-delà des premiers villages concernés, une extension à des villes un peu plus importantes, et c'est ce qui a évidemment fait craindre une explosion, d'autant que quelques cas ont été diagnostiqués au Nigeria et au Mali. Alors, je ne vais pas rentrer dans la description et dans l'analyse de cette épidémie. Il y aurait des choses extrêmement intéressantes à dire sur ce qui s'est passé localement, mais puisque je vous parle plutôt de santé globale, c'est sous cet angle-là que je voudrais l'évoquer. À la fin du mois de septembre, le CDC a fait des projections et donc le 23 septembre, le New York Times titrait que selon le CDC, qui bien sûr est une autorité très reconnue, eh bien, on aurait en janvier, selon des modèles utilisés, 1,4 million de cas. Alors, ce que ne disait pas le New York Times, c'est que la modélisation qui avait été faite et les projections qui avaient été faites par le CDC couvrait depuis une situation où l'épidémie se serait presque éteinte en janvier jusqu'à une situation où on aurait 1,4 million dans les seuls 3 pays que j'ai évoqués tout à l'heure. Il y avait aussi l'indication que l'épidémie pourrait se développer au-delà, sur le continent africain, mais peut-être aussi sur d'autres continents. C'est évidemment, dans le même temps, on avait une critique très forte qui était faite de l'Organisation mondiale de la santé, notamment par Médecins sans frontières, qui avait été très actif dès le début de l'épidémie et qui considérait que l'OMS n'avait pas fait ce qui devait être fait.
Et puis aussi des pressions, et d'ailleurs la directrice de l'OMS a reconnu les torts de son institution, et il y avait en parallèle aux États-Unis des pressions sur le gouvernement pour faire plus, alors qu'un premier cas d'un patient africain de retour de cette région mourait à Dallas. Alors, je veux dire que c'est à ce moment-là que j'ai été très anecdotiquement impliqué, puisque le directeur de l'institut dans lequel je travaille, l'Institute for Advanced Study, s'inquiétant des discours qui circulaient à ce moment-là, notamment du fait que le gouverneur de l'État de New York et le gouverneur de l'État du New Jersey avaient décrété des quarantaines pour toutes les personnes provenant de ces 3 pays, indépendamment des régions, et où un cas d'un médecin états-unien revenant de cette région avait été extraordinairement médiatisé, faisant pendant plusieurs jours ce qu'on appelle les breaking news, c'est-à-dire sur des chaînes d'information continue, en permanence cette information. Donc une pression extrêmement médiatique et politique extrêmement forte. Et donc on m'a demandé mon avis sur est-ce qu'il fallait avoir des contrôles sur les personnes venant d'Afrique qui pouvaient venir à l'Institut. Est-ce qu'il fallait interroger toute personne venant de ce continent? Est-ce qu'il fallait ensuite éventuellement les mettre en quarantaine, etc. Et moi, ce qui m'avait frappé, évidemment, je ne suis pas du tout un expert, et peut-être y en a-t-il dans la salle, mais ce qui m'avait frappé tout de même, c'est que lorsque l'épidémie, lorsqu'il y a eu des cas qui se sont produits au Nigeria et en RDC et au Mali, qui sont des pays avec une forte désorganisation de leur système de santé, le fait qu'on soit resté au niveau d'unités, de quelques unités, et qu'il n'y ait pas eu d'extension, me semblait montrer qu'on était devant une épidémie qui n'allait certainement pas donner ce 1 400 000 dont on nous parlait, et que donc il n'y avait pas de raison particulière de s'inquiéter, en tout cas en étant aux États-Unis. Cela étant, les États-Unis ont réalisé, et le président Barack Obama, pour montrer sa solidarité avec l'Afrique, a développé un effort exceptionnel. 3 000 militaires ont été déployés dans la région, 20 hôpitaux de campagne ont été mis en place, 28 patients ont été traités. Et la moitié de ces hôpitaux de campagne n'ont pas vu un seul patient. Finalement, en janvier 2015, eh bien, l'épidémie était quasiment considérée comme terminée. Elle a été officiellement terminée un peu plus tard, mais il y avait 28 000 cas, parmi lesquels plus de 99,9% sur le continent africain. Les quelques dans le reste du monde étaient essentiellement des voyageurs ou des médecins venus de ces régions. Et en termes de décès, 11 000 personnes étaient mortes, dont 99,8% dans les 3 pays, Sierra Leone, Libéria, Guinée, et même dans chacun de ces pays, dans des territoires assez limités, qui étaient en fait les territoires frontaliers de ces trois pays. Alors au bout du compte, et avec le recul, et encore une fois, il est toujours plus facile de faire ces commentaires a posteriori. Hein. On ne sait pas et on comprend que devant des incertitudes, on crée des modèles qui soient des modèles très, très, très différents. Mais au fond, est-ce qu'on pouvait parler, comme à Harvard, de crise globale, comme le président des États-Unis, de menace sur la sécurité, globale sur la sécurité, comme la directrice générale de l'OMS, d'urgence globale de santé?
Et en fait, je dirais que tout dépend de ce dont on parle. Et que justement, cette épidémie nous invite à réfléchir sur 3 niveaux d'intelligibilité de ce qui s'est passé dans l'épidémie d'Ebola. Un premier niveau épidémiologique, c'est l'extension locale, voire régionale de la maladie, comme du reste dans les épidémies précédentes, mais de façon plus intense, certes. Donc le fait qu'un cas sur 1000 se soit produit dans le reste du monde, en dehors de l'Afrique, et que moins d'un cas sur 1000 de décès se soit produit dans le reste du monde, montre qu'il n'y a pas eu d'extension au-delà de cette dimension locale. Deuxième niveau, c'est le niveau sanitaire. Sanitaire au sens de la mobilisation des institutions de santé. Et là, on voit qu'il y a une implication de nombreux acteurs. D'abord des acteurs locaux, ne les oublions pas, parce qu'ils ont joué un rôle très important, les médecins de ces 3 pays, et les infirmiers, et les autres agents de ces 3 pays, on a eu un petit peu tendance à l'oublier. Les organisations non gouvernementales, pensons à Médecins sans frontières, à Partners in Health et d'autres. L'Organisation mondiale de la santé, qui peut-être un peu tardivement, mais s'est mobilisée également. Et puis ensuite, des pays dans le cadre de coopération bilatérale, la France, les États-Unis, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Mais au fond, on a là quelques acteurs, et plutôt que de parler ici de dimension globale sur la dimension sanitaire, je parlerai plutôt d'une dimension multinationale, c'est-à-dire plusieurs pays, hein, mais ça n'est pas une mobilisation générale. Et puis, troisième niveau, qu'on peut appeler affectif, c'est celui des représentations et des émotions. Et là, on a ce que un auteur, Daniel Ofri, dans le New England Journal of Medicine, appelle, pour laquelle il invoque une emotional epidemiology, donc une épidémiologie des émotions. Hein. Daniel Bosch et Margaret Cloherty, dans le Journal of Infectious Disease, parlent de sensationalist bent, donc une tournure sensationnaliste. Hein. Et donc, on le voit, enfin, j'en ai donné un exemple, je pourrais vous en donner plus, j'aurais peut-être dû le mettre sur des diapositives, mais The War on Ebola, par exemple, dans The Economist, ou bien de manière encore plus spectaculaire, Bloomberg Business Week. C'est quand même assez effrayant, ce genre d'images sanguinolentes. Et donc, on a eu une épidémie ou en tout cas, on peut l'appeler comme ça, une épidémie d'affect. Et alors, je crois que cette épidémie d'affect, et à un moment donné, l'inquiétude qui a pris de nombreux pays, notamment occidentaux, pas seulement, eh bien, elle tenait moins, il y avait cette dimension, mais elle tenait moins à la compassion vis-à-vis des Africains qu'à la peur par rapport aux Occidentaux, et donc par rapport au risque d'avoir une épidémie dans les pays. Et en tout cas, aux États-Unis, c'était assurément le cas. Donc, pour résumer, on a un niveau d'intelligibilité épidémiologique avec une extension locale, un niveau d'intelligibilité sanitaire avec une mobilisation nationale et plurinationale qui est tardive, peu efficace et très inégale, et puis on a un niveau d'intelligibilité affectif qui est véritablement global, c'est la seule dimension qui soit très globale, et qui est, comme vous l'avez vu, dans l'excès, probablement contre-productif, et qui est fondé sur une logique de la peur. Et donc, plutôt que de stigmatiser, comme on l'a fait, l'Organisation mondiale de la santé, que je n'ai pas spécialement vocation à défendre, peut-être faudrait-il s'interroger sur le décalage entre la réponse affective, c'est-à-dire mon troisième niveau, et la réalité épidémiologique, mon premier niveau, dans lequel s'insère justement la réaction sanitaire, c'est-à-dire le deuxième niveau. Comment comprendre
les efforts fournis pour les 10 000 morts d'Ebola sur la base de projections catastrophistes relayées par les médias avides de breaking news et donnant lieu à des interventions politiques aussi spectaculaires qu'inadaptées, comme vous avez pu le voir, quand personne quasiment ne s'émeut, hormis dans les cercles spécialisés dont vous faites peut-être partie, des 1,2 million de morts par paludisme chaque année et des 1,5 million de morts de tuberculose. Alors, il y a des éléments de réponse, on pourra peut-être y revenir dans la discussion tout à l'heure. Donc, l'épidémie de virus Ebola nous rappelle qu'il n'y a pas une santé globale, mais des niveaux distincts que j'ai essayé de souligner. Et elle nous permet dès lors de discuter 5 des enjeux sur lesquels je terminerai, à savoir la tension entre le mondial et l'universel derrière le mot global, la tension entre le moral et l'économique derrière le mot santé, la combinaison de compassion et de prédation dans la santé globale, l'association de faits et de représentations qui composent cette santé globale, et enfin le jeu d'échelle et de temporalité qu'elle met en œuvre. Alors, le mot global, en fait, il suggère deux possibilités d'expansion, soit une expansion spatiale, soit une expansion idéologique. Si on le prend comme un descripteur spatial, il veut dire mondial. Et donc, il signifie qu'il y a, au-delà des frontières, une dissémination de virus ou d'habitudes, ou une circulation de gens ou d'argent, des flux de technologies ou de médicaments, etc. En tant qu'il est un descripteur idéologique, il signifie quelque chose de différent, c'est-à-dire universel. Il signifie une affirmation de certaines vérités, qu'il s'agisse de modèles épistémologiques, de choix politiques, de valeurs éthiques. Et dans le premier cas, le cas comme mondial, eh bien, là, on a des politiques de contrôle qui vont essayer de limiter la propagation des microbes, les mouvements de population ou l'introduction de certains médicaments. Dans le deuxième cas, celui de la dimension universelle, on a des politiques de domination qui vont impliquer d'imposer des paradigmes, des programmes, des priorités. Et en fait, dans le premier cas, on peut parler de logique sécuritaire, dans le deuxième cas, d'approche hégémonique pour aller vite. Mais en fait, les deux aspects sont souvent mélangés et je crois qu'on a intérêt à les différencier et à clarifier les choses. L'épidémie de sida permet peut-être de le faire. À un premier niveau épistémologique, eh bien, dans les deux premières décennies de la circulation de l'épidémie sur le continent africain, eh bien, on se focalisait quasiment exclusivement sur les comportements sexuels, la promiscuité sexuelle, la violence sexuelle, c'était les termes qui étaient utilisés, souvent au prix d'extrapolations racistes, comme l'anthropologue canadien Gilles Bibot l'avait montré. Par contraste, les causes sociales qui conduisaient à ce qu'on appelait le survival sex, donc des femmes pauvres qui se prostituaient, et les responsabilités médicales qui étaient impliquées dans les injections qui étaient non sécurisées, étaient systématiquement ignorées. Deuxièmement, sur un plan politique, le programme PEPFAR, qui veut dire President's Emergency Plan for AIDS Relief, que ses promoteurs ont décrit comme le plus grand programme de santé jamais réalisé dans le monde, eh bien, dans les premières années au moins, parce que je ne sais pas comment les choses se sont passées ensuite, avait un agenda extrêmement, avec des implications morales extrêmement fortes, imposait l'abstinence jusqu'au mariage, rejetait la prévention à l'égard des travailleuses du sexe ou travailleurs du sexe, et excluait les programmes d'échange de seringues chez les
toxicomanes. Et enfin, privilégiait des collaborations avec des organisations de type confessionnel. On avait là quelque chose qui renvoyait à ce que le médecin canadien Vin Kim Nguyen appelle un gouvernement par exception. Et puis, troisièmement, après le niveau épistémologique et politique, un niveau éthique, le schéma d'action pour les pays pauvres posait des questions de cette nature éthique qui, généralement, n'étaient pas prises en compte, comme l'a dénoncé le médecin états-unien et qui était à l'époque la rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, Marcia Engel, qui avait fait une revue, enfin, en fait d'autres chercheurs l'avaient fait, mais elle a fait un éditorial, des essais cliniques sur la prévention de la transmission mère-enfant du sida, enfin du virus du sida, et ces études montraient que, à une exception près, qui du reste était un essai français en bonne partie, les interventions qui étaient faites visaient à prévenir la transmission mère-enfant, mais n'incluaient pas un traitement de la mère. Et donc, il y avait à la fois ce problème de ne pas traiter les mères, mais il y avait aussi le problème de risquer de provoquer des résistances aux antirétroviraux, puisque donner quelques doses au moment de l'accouchement et juste après, eh bien, risquait d'entraîner des résistances, ce qui s'est produit. Autrement dit, on avait là des problèmes éthiques qui, parce qu'on était sur le continent africain ou dans d'autres pays en développement, eh bien, avaient probablement été moins systématiquement explorés. Et donc, cette vision universaliste, c'est-à-dire avec la manière d'imposer certains programmes ou certaines modalités, eh bien, constitue des défis à la souveraineté des États et à l'indépendance nationale, alors même qu'on pense avoir affaire à des méthodes qui sont complètement neutres sur le plan politique. Et ça peut conduire à des réactions de la part des pays concernés, à la fois de leur gouvernement et des sociétés, qui sont des réactions qui peuvent être hostiles parce qu'ils voient ça comme une imposition de modèles étrangers. Deuxième enjeu, autour de la question de la santé. La santé renvoie à deux sortes de réalités, certainement plus, mais en tout cas deux qui me paraissent intéressantes par rapport à la question de la globalisation. L'une est une réalité morale et l'autre une réalité économique. Du côté moral, la santé est vue comme un bien commun qu'il s'agit de protéger. Alors c'est pour ça qu'on a une sécurité sociale, qu'on a une assistance médicale, qu'on a une aide humanitaire pour garantir l'état de santé. Et c'est ce qui explique du reste la légitimité des mesures parfois autoritaires qu'on déploie pour protéger la santé des populations, comme par exemple le traitement et l'isolement des malades contagieux, qu'on n'accepterait pas si on ne pensait pas que ça pouvait protéger le reste de la population. Sur le plan économique, la santé est aussi, et donc là on voit de façon symétrique et presque opposée, en tout cas contrastée, elle est aussi un bien marchandisé qui a une place croissante sur le marché. On peut bien sûr penser au développement des brevets et des rebrevets de certains médicaments et des tests, et des profits parfois extrêmement importants qui peuvent être faits par l'industrie pharmaceutique et les compagnies d'assurance à travers cette modalité. Donc on voit bien qu'il y a là une tension entre
la santé comme bien commun et la santé comme bien marchandisé. L'une des batailles les plus importantes aux États-Unis a été celle autour de l'Affordable Care Act, qu'on appelle généralement l'Obamacare, et qui a été l'objet de plus de 2 ans de bataille sous la première administration de Barack Obama, et qui aujourd'hui se trouve menacée, enfin a déjà commencé à être transformée par l'administration de Donald Trump et le Congrès actuel. Mais ce qu'on discute très peu autour de cette Obamacare, c'est le fait que certes, il introduisait la possibilité de soigner 20 millions de personnes en plus, ce qui est considérable, mais on ne discutait pratiquement jamais le fait que même dans ces conditions, il restait 23 millions de personnes qui n'avaient aucun accès aux soins. Ça, c'est un premier élément, et donc on voit la notion de bien commun. Mais sur le plan économique, on ne discute jamais non plus aux États-Unis le fait que le système de santé est, comme le dit un politiste, James House, peut-être le moins cost-effective, coût-efficace du monde. Comment peut-on avoir un système qui dépense autant, de très loin par tête d'habitant, le premier dans le monde, et en même temps avec des résultats où, en termes de mortalité infantile, mortalité maternelle par exemple, le pays est entre 40 et 50 au niveau de l'Arménie ou de l'Algérie, qui ont des dépenses considérablement plus faibles, et derrière tous les pays occidentaux pratiquement. Or, tout ceci n'est pas discuté. Et là, on voit bien qu'il y a cette tension entre le moral et l'économique. On pourrait citer bien sûr les accords de Doha, qui ont été une tentative, et une tentative réussie, de faire sortir les médicaments des accords de l'OMC et de la généralisation, disons, des politiques néolibérales de l'OMC. Donc, l'accord de Doha a permis de faire sortir les médicaments, donc au nom justement du droit à la vie. Mais dans les années qui ont suivi, les États-Unis n'ont cessé de renégocier pays par pays pour obtenir des arrangements qui leur étaient plus favorables. Donc, en cassant, en quelque sorte, et dans un jeu évidemment de la loi du plus fort, l'accord qui avait été passé à Doha. Et dernier exemple, celui du procès de Pretoria de 2001, dans lequel 39 compagnies pharmaceutiques avaient déposé une plainte contre le gouvernement sud-africain qui essayait de faire valoir des génériques contre donc, la politique de propriété intellectuelle que voulait faire valoir l'industrie pharmaceutique. Et devant la levée de boucliers des organisations non gouvernementales, en particulier la Treatment Action Campaign en Afrique du Sud, et d'organisations internationales, notamment ACTOP, eh bien, il y a eu un retrait de la plainte et donc la possibilité d'avoir des génériques pour des médicaments qui étaient cruellement nécessaires ou cruellement manquants en Afrique du Sud. Mais je crois qu'une chose qui est très intéressante à cet égard, c'est de voir comment, au cours des dernières décennies, c'est un phénomène global, mais c'est un phénomène aussi qu'on peut observer au niveau national et local dans un pays comme la France, comment la santé a permis de parler et de traiter des sujets qui vont bien au-delà de la santé. Pour prendre 3 domaines sur lesquels j'ai travaillé il y a quelques années, celui du saturnisme, eh bien, le saturnisme infantile a permis d'aborder la question du logement insalubre, qui n'était pas abordée en tant que telle.
mais qu'il a été à travers l'existence d'enfants qui étaient intoxiqués au plomb. La question de maladies dites de la pauvreté, comme la tuberculose par exemple, auquel s'est intéressé Paul Farmer, le médecin de Harvard, eh bien, a permis d'aborder la question des inégalités sociales. Et enfin, l'état de stress post-traumatique, qu'on appelle en anglais PTSD, eh bien, a permis d'aborder la question de la violence. Donc, on voit comment la santé publique, santé globale, permet d'aborder des sujets qui n'ont pas plus rien à voir, mais qui sont assez éloignés, mais parce qu'ils ont des conséquences sur la santé, assez éloignés de ce qui serait, disons, le domaine de la médecine clinique ou de la biologie proprement dite. Et dans certains cas, on peut même dire que la santé devient le dernier langage du social, le dernier langage sur lequel on peut faire consensus et dire regardez, là, il y a des vrais problèmes, il y a des enfants qui sont en train de mourir ou qui sont très gravement malades. Eh bien, il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, ça permet de parler du logement insalubre, ça permet de parler de la pauvreté, ça permet de parler des inégalités. Ça a été pendant assez longtemps sur le plan humanitaire. C'est devenu de plus en plus sur le plan sécuritaire. Et je me souviens d'une conversation que j'avais dans une réunion internationale ici au Quai d'Orsay, avec le chef des représentants, avec le président de la commission santé de la House of Representatives aux États-Unis, et qui disait, dans les années 80 et début des années 90, on pouvait parler du sida en Afrique et demander de l'argent pour des programmes dans un cadre compassionnel, c'est-à-dire en disant on a besoin de ça pour sauver des Africains qui sont en train de mourir en nombre. À la fin des années 90 et dans les années 2000, ce langage-là n'était plus audible, il fallait parler de sécurité et de la sécurité des États-Unis, et que le sida en Afrique déstabilisait les sociétés, risquait de mettre en péril la stabilité des États et donc devenait un péril pour les États-Unis. Donc on voit comment on a glissé de l'humanitaire au sécuritaire. Je vais aller assez vite pour les trois derniers points. Compassion et prédation. En fait, si on essaye de regarder comment se produit la traduction de la santé globale dans des programmes concrets, eh bien, on peut voir qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un mélange de compassion et de prédation. Alors, je vais m'expliquer. La compassion étant a priori plutôt du côté médical, on peut s'en douter, et la prédation, on peut peut-être moins s'en douter, du côté scientifique. Alors, ce n'est pas toujours vrai, on peut montrer l'inverse aussi. Par exemple, il y a une médecine prédatrice que Nancy Scheper-Hughes a étudiée à travers son enquête sur le trafic global, trafic mondial des organes, du Brésil à l'Afrique du Sud, de l'Inde à la Chine, etc. Et d'un autre côté, la science peut être compassionnelle, et là aussi, pour n'en donner qu'un exemple, le Drugs for Neglected Disease Initiative, le DNDi, qui a été étudié par Peter Redfield notamment, un anthropologue états-unien, eh bien, met ensemble le secteur public, des compagnies privées et des acteurs non gouvernementaux, notamment Médecins sans frontières, qui a été à l'origine de cette initiative pour développer des nouveaux traitements pour des pathologies dont les médicaments ne sont pas profitables, ne permettent pas de faire de l'argent. Hein. Donc on a là une sorte d'initiative scientifique, puisque c'est de la recherche-développement, scientifique compassionnelle. Alors, sur le plan, sur le côté compassionnel,
bien sûr, on peut penser à juste titre que apporter de l'aide à des pays en développement et à des populations paupérisées ou confrontées à des situations de catastrophes naturelles ou de conflits violents, que cette action d'assistance est extrêmement légitime et souvent importante. Alors, en même temps, ces actions qui combinent les sentiments d'empathie pour des populations qui sont confrontées à ces difficultés et des idées de solidarité à leur égard, traduisent souvent plus clairement les priorités de celui qui aide que de celui qui est aidé. Et pour n'en donner là aussi qu'un exemple, dans les premières années, voire les premières décennies de l'épidémie de sida, eh bien, il y avait très souvent en Afrique des réactions qui étaient relativement hostiles face à des programmes qui visaient à contenir une épidémie de sida qui n'était pas encore très développée à l'époque, alors que d'autres urgences et de maladies mortifères étaient à l'œuvre. Moi-même, j'ai été envoyé par la Commission européenne au Pérou pour une mission sur le sida dans un pays donc où il y avait, non pardon, c'était en Bolivie, j'étais au Pérou en Bolivie, mais dans ce cas-là c'est en Bolivie, où il y avait un malade du sida à l'époque, en tout cas un malade connu, et donc les gens étaient stupéfaits et en même temps un peu gênés, mais restant polis tout de même, de ce que la Commission européenne se propose de les aider sur le sida, alors que pour eux, il y avait tellement les diarrhées, les infections respiratoires aiguës et bien d'autres maladies étaient pour eux des priorités. C'est ce que décrit aussi l'anthropologue états-unienne Julie Livingstone quand elle a étudié, quand elle a fait une enquête sur une unité d'oncologie au Botswana, en disant que tout le monde se préoccupait du sida et personne ne s'occupait du cancer dans ce pays. De l'autre côté, celui que j'ai appelé prédateur, on peut voir comment le travail des chercheurs en général, et notamment dans les sciences de la vie, en particulier dans les pays pauvres et en particulier dans les communautés pauvres, je l'ai observé notamment par rapport à des équipes de recherche états-uniennes, mais évidemment ça ne leur est pas spécifique. On voit comment des chercheurs viennent, colligent leurs données, partent, publient leurs articles et reviennent pour un prochain cycle. Et donc on a quelque chose qu'on pourrait, sans donner une tonalité trop polémique à l'expression, on pourrait parler de vampirisme international, puisqu'il s'agit d'aller chercher du sang et bien sûr qui est légitimé par les bénéfices supposés pour la population. Bien sûr que je ne nie pas, mais on voit bien que ce n'est pas la seule raison. Et du reste, l'anthropologue française Fanny Chabrol parlait ayant travaillé elle-même au Botswana, montrait comment les malades du sida constituaient ce qu'elle appelait des champs d'opportunité, c'est-à-dire pour des équipes internationales qui venaient, qui testaient des médicaments, qui testaient d'autres choses. C'était pour eux des possibilités d'avoir des programmes à des coûts relativement faibles, avec peu de contraintes éthiques et des patients qui étaient dociles et captifs et pour lesquels on avait souvent la justification morale d'apporter des traitements gratuits à ces patients, ce qui était bien sûr tout à fait vrai. Mais on voit les ambiguïtés. Du reste, ça n'est pas quelque chose là qui est nouveau. On sait comment, avec les travaux d'Anne-Marie Moulin,
historienne française, on voit comment le champ de la médecine tropicale s'est constitué par la présence dans le monde colonial et l'exploitation des ressources locales. Donc on n'est pas dans les choses très, très nouvelles. Avant-dernier point, le contenu des programmes. Donc j'ai étudié le global, la santé globale, et maintenant je rentre brièvement dans les programmes. Et je dirais qu'il y a là une tension au plan cognitif entre les faits et les représentations. Alors, du côté de la science et de la médecine, on considère généralement qu'il y a une connaissance qui est produite par des chercheurs et des médecins, qui est constituée de faits, et ces faits font l'objet de vérification ou de falsification selon les modalités, et on voit bien on a tout un développement de ce qu'on appelle, je crois que c'est même à peine traduit habituellement, de evidence-based science, evidence-based medicine, et maintenant evidence-based public health. Et donc cette connaissance scientifique est du côté donc, de cette production. Et puis de l'autre côté, on a des populations locales pour lesquelles on dit qu'ils ont des croyances, qu'ils ont des mentalités, c'était les termes qu'on utilisait autrefois en ethnologie, ou des représentations, comme on dit aujourd'hui plutôt dans une anthropologie moderne. Mais quel que soit les termes qu'on utilise, on voit bien qu'il y a, et quels que soient les efforts qui sont faits pour éviter la condescendance à l'égard de ces représentations, on voit bien qu'on a deux types de connaissances qui ne sont pas du tout de même nature. Les unes produisent des faits, les autres produisent des représentations, et ces représentations sont toujours suspectes d'être fausses, d'être des illusions, d'être des mauvaises conceptions. Alors, bien entendu, il y a cette distinction a une certaine force, mais je voudrais vous inviter à réfléchir sur les limites tout de même de cette division à partir d'un regard sur la manière dont les faits eux-mêmes sont construits. L'historien Randall Packard, par exemple, a montré comment, dans le cas de la tuberculose en Afrique du Sud, pendant la première moitié du XXe siècle, les théories biologiques se focalisaient sur la vulnérabilité génétique des populations noires et sur leurs interprétations culturelles et donc leur comportement, qui permettaient d'expliquer pourquoi il y avait beaucoup plus de cas de tuberculose chez ce qu'on appelle là-bas les Africains, c'est-à-dire dans les populations noires. Faisant cela, on mettait complètement de côté toute l'économie politique de la tuberculose, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles ces populations étaient traitées, étaient amenées dans le travail, dans les conditions de travail dans lesquelles ils se trouvaient et les conditions de logement également qui favorisaient considérablement, on le sait maintenant, la propagation de la tuberculose. L'un des risques de l'evidence-based global health, par exemple, ou enfin des evidence-based, bien sûr, son intérêt, c'est de produire des données qui ont une solidité, notamment statistique, et qui permettent d'affirmer un certain nombre de choses. Mais le risque, c'est de ne pas pouvoir parler, parce qu'on ne peut pas faire de l'evidence-based, de choses qui ne sont pas mesurables. Et on se trouve alors dans une position qui est, pour laquelle on utilise souvent dans l'étude des sciences une image qui est celle du passant qui a perdu ses clés et qui les cherche sous le lampadaire parce que c'est le seul endroit où il y a de la lumière.
Et donc, c'est une question qu'il faut toujours se poser lorsqu'on produit une connaissance scientifique. On produit une connaissance scientifique, bien sûr, parce qu'on en a besoin pour établir des faits, mais en même temps, qu'est-ce qu'on méconnaît ou qu'est-ce qu'on néglige précisément parce qu'on utilise une méthode qui nécessite ces données et ces instruments. Et puis, à l'inverse, les représentations locales, on a tendance à les penser comme des choses qui sont de l'ordre souvent des fantasmes ou de l'ignorance. Mais on a peut-être intérêt à les regarder d'un peu plus près, non pas nécessairement pour les légitimer, mais au moins pour essayer de comprendre ce qu'elles révèlent. Et si on prend les théories du complot, plutôt que de les considérer simplement comme irrationnelles et ridicules, et de s'en moquer, même si parfois on serait tenté de le faire, sur l'enquête récente qui montre que je crois que 12% des Français pensent que la Terre est plate, donc mais il y a des choses plus sérieuses que ces théories du complot peuvent nous apprendre si on les regarde, sans bien sûr les accepter. En Équateur, lorsque j'y travaillais en 1991, il y a eu une épidémie de choléra et les populations indiennes des Andes fuyaient lorsqu'elles voyaient arriver les véhicules du ministère de la Santé pour leur faire des tests et les traiter éventuellement. Ces populations se souvenaient de la manière dont, dans une génération précédente, elles avaient, dans le cas d'une autre épidémie, elles avaient été prises et emmenées à l'hôpital où il n'était plus question de les voir et où les personnes étaient mortes dans l'isolement. Ces personnes indiennes étaient mortes dans l'isolement, séparées de leur famille, avec souvent l'impossibilité de les enterrer pour des raisons évidemment épidémiologiques. Mais on voit comment on avait là, disons, une mémoire qui était encore très vive et que peut-être d'autres méthodes méritaient d'être utilisées. En Afrique du Sud, là encore, sur un travail que j'ai fait, on sait la forme extrême de ces théories du complot et de ce qu'on a appelé le déni de la réalité de l'épidémiologie, de l'épidémie, c'est-à-dire à la fois la contestation de la causalité de l'épidémie par le virus et l'inefficacité, voire la toxicité des traitements antirétroviraux. Eh bien, et donc, on s'est beaucoup focalisé sur les déclarations du chef de l'État, Thabo Mbeki, et de ses ministres de la Santé, et à juste titre. Mais ce qu'on avait du mal à expliquer, c'est le fait que la grande majorité de la population noire, y compris dans des milieux éduqués et y compris dans les milieux de la santé, avait des doutes à cet égard. Or, si on regarde l'histoire de l'Afrique du Sud, comme l'a fait Maynard Swanson, un historien britannique, eh bien, on voit qu'à partir de 1900, qui est la date de l'épidémie de peste en Afrique du Sud, eh bien, et ensuite avec les épidémies de grippe, les épidémies de tuberculose et de syphilis, eh bien, toutes ces épidémies-là, dans le cas de la syphilis et de la tuberculose, c'était plutôt endémique, ont été utilisées par les pouvoirs publics pour légitimer la ségrégation spatiale. Et donc l'épidémie de peste de 1900 a servi à exclure de la ville de Cape Town les populations noires et de construire les premières, ce qu'on appelait à l'époque les native locations, à l'extérieur, ce qui est devenu plus tard les townships. Et ça s'est répété avec toutes les épidémies. Or, dans le cas, par exemple, de la peste de 1900, on sait, par les études épidémiologiques qui ont été faites depuis lors et des histoires d'épidémiologie historique, eh bien, on sait qu'il y avait moins de cas dans les quartiers noirs que dans les quartiers blancs. Autrement dit, ils n'étaient pas dangereux, enfin, ce n'était pas leur danger, même s'il y avait un fantasme autour de leur danger. Et dans le cas du sida plus particulièrement,
il a été établi parce que les principaux responsables ont reconnu leur engagement dans le cadre de la Commission Vérité et Réconciliation qui a travaillé de 1996 à 1998, qu'il existait un programme secret qu'on a découvert à la fin de cette commission, un programme secret qui s'appelait le Chemical and Biological Warfare, donc la guerre chimique et biologique, qui essayait de trouver des méthodes pour éliminer soit des individus, donc c'est le cas de l'anthrax qui avait été utilisé pour essayer de tuer un opposant politique noir et qui a failli le faire mourir, soit des collectivités, donc dans les camps de réfugiés, mettre des microbes et notamment, je crois, du choléra dans les puits où s'approvisionnaient les personnes, et jusqu'à un programme qui a avorté, qui n'a pas été mené à son terme, mais qui montre quand même l'intention qui consistait à prélever le virus du sida chez les personnes malades et avec l'idée d'injecter les prélèvements à des prostituées qu'on enverra ensuite dans les quartiers populaires noirs. Je ne dis pas que c'est la cause, bien sûr, de l'épidémie de sida en Afrique du Sud, mais quand vous avez ça dans les journaux tous les jours, on voit comment la paranoïa et les théories du complot peuvent, comme je l'ai observé moi-même dans mes recherches, peuvent tout à fait apparaître. Donc je crois qu'il nous revient, non pas évidemment de valider ces théories, mais d'essayer de les comprendre, comme le disait Clifford Geertz, l'anthropologue états-unien. Puis dernier point, une question brièvement de méthode. Je pense que parler de santé globale pose deux défis. Un défi en termes d'échelle et un défi en termes de temporalité. Alors, sur le premier point, en termes d'échelle, dans l'un des premiers livres sur la Global Health, dans un commentaire qui était fait par une anthropologue, Susan Glover, elle disait sa perplexité sur la possibilité de passer d'ethnographie locale, de gens qui avaient étudié des villages, à une réflexion plus générale sur la santé globale. Et je crois que ce passage du micro au macro, qui est une question qui se pose sur bien d'autres sujets, est une question toujours très délicate. Alors, on peut proposer sûrement d'autres aussi, mais trois possibilités de dépasser ce problème méthodologique très important pour ou tenter de franchir du micro au macro, et donc de la santé locale à la santé globale. Une première méthode, c'est des études comparées. C'est ce qu'a fait l'anthropologue canadienne Margaret Lock, qui a étudié la ménopause aux États-Unis et au Japon, et notamment pas les représentations, l'expression de la ménopause chez les femmes japonaises et les femmes états-uniennes. Et elle a montré que l'expérience qu'en avaient ces femmes était très différente dans les deux pays. Et donc, elle en est arrivée à l'idée de biologie locale. C'est comme ça qu'elle le nomme. Autrement dit, on voit que là où on penserait que tous les corps réagissent de la même façon, eh bien, peut-être sur un plan biologique réagissent de la même façon, mais en tout cas, dans l'expérience qu'ont dans les gens, c'est différent. Donc là, on a une montée en généralité qui est possible. Deuxième possibilité, c'est de faire des enquêtes multisituées, comme l'anthropologue états-unien George Marcus le proposait, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ce qu'on fait habituellement en anthropologie, où on étudie un endroit, par exemple, j'ai étudié une maison d'arrêt, j'ai étudié une circonscription de police, là, il s'agit de multiplier les endroits dans différents pays, donc en général, ça demande plusieurs équipes, donc ce sont des études multisituées, et donc qui permettent ensuite de faire des comparaisons. Et puis la dernière, c'est celle que proposait Max Gluckman et après lui Michael Burawoy, qui est ce qu'on appelle, je ne sais pas s'il y a une traduction, le Extended Case Method,
Donc c'est une méthode où on étudie localement, mais on essaye de repérer des éléments de globalité. Et par exemple, dans le travail que j'ai fait en Afrique du Sud, on peut observer ce qui se passe dans le monde des mines, par exemple, pour expliquer pourquoi il y a des taux qui pouvaient dépasser 50% de séroprévalence HIV dans ces mines chez les hommes mineurs et chez les femmes vivant dans les petites villes autour. Eh bien, on peut en proposer des éléments d'explication en liant ce qui se passe au niveau le plus local d'une mine et l'économie politique des mines et la manière dont les mines sont gérées sur le plan international et la manière dont on fait travailler les gens, etc. Les exposer aux dangers, enfin, je ne peux pas rentrer là dans les détails. Donc, on a des possibilités de répondre à cette question du jeu d'échelle, de passer du micro au macro. Et puis enfin, la question des temporalités est aussi un problème. En particulier, je voudrais le souligner parce que il me semble intéressant, c'est-à-dire qu'on considère souvent que les sciences sociales ne sont pas très pertinentes par rapport à des programmes de santé publique ou dans d'autres domaines d'action publique parce qu'elles sont trop lentes. Donc d'un côté, on a des urgences, et dans le domaine de la santé, c'est particulièrement vrai, bien sûr, et de l'autre côté, on a des sciences qui, surtout quand elles font de l'ethnographie, comme moi-même j'en ai fait beaucoup, demandent du temps, et donc on dit, ce que vous faites, c'est très bien, mais si c'est pour avoir des résultats dans 5 ans, nous, on a besoin de résultats tout de suite. Alors, par rapport à ça, je voudrais émettre deux réserves. Bien sûr, l'argument, la réflexion peut sembler tout à fait justifiée, mais je voudrais émettre 2 réserves. La première, c'est que l'idée que les actions de santé publique sont des actions urgentes, c'est quelque chose qui a tendance à se répéter. C'est-à-dire que si vous prenez le sida, c'était urgent en 1981, c'était urgent en 1991, c'était urgent en 2001, c'était urgent en 2011, c'est toujours urgent. Mais on voit que, alors bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on peut toujours employer l'argument de l'urgence. Et je parlais ici de chronicisation de l'urgence. Et à l'inverse, du côté des sciences sociales et de l'ethnographie, nous, en général, ce qu'on fait, c'est pas lié à l'événement. Ça peut l'être, mais souvent, ce n'est pas lié à l'événement. Ce n'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose quelque part qu'on va aller étudier quelque chose. Ça peut arriver, hein, bien sûr. C'est ce que font les journalistes, par exemple. Il se passe quelque chose quelque part, ils y vont. En général, les anthropologues, ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là, et ça fait 10 ans qu'ils travaillent, par exemple, au Libéria, et l'épidémie d'Ebola survient. Hein. Et donc, à ce moment-là, ce qu'ils ont à dire peut être pertinent, peut-être pas, mais en tout cas peut être pertinent, et on ne peut pas leur opposer la question de « il va vous falloir 5 ans pour trouver des éléments » parce qu'ils étaient déjà là. Donc je crois que la question des temporalités est à prendre au sérieux, bien sûr, mais pas pour évincer, en quelque sorte, les sciences sociales dans ce débat. Et puis pour conclure très rapidement, comme vous voyez, ce que j'ai tenté de faire dans cet exposé, c'est d'opérer une sorte de déplacement modeste d'une vision qui est parfois héroïque du progrès scientifique et médical vers un questionnement autour des difficultés et des tensions qui sont rencontrées sur le terrain. J'aime beaucoup un terme qu'utilisait le philosophe anglais John Locke, qui parle de uneasiness, comme quelque chose qui est productif de réflexion et pourquoi pas d'action. Le mot espagnol inquietud garde cette idée de quelque chose où on cherche, hein, on est encore dans une attente de quelque chose. Et je pense que
beaucoup des écrits, d'ailleurs, y compris en anthropologie médicale, ont tendance à représenter la santé globale comme un but désirable, et il l'est certainement, qui serait atteignable de façon consensuelle et qui procéderait simplement par une expansion des connaissances et une augmentation de la solidarité. Alors, bien sûr, je n'écarte pas cette démarche, mais je crois qu'elle est trop souvent purement prescriptive. Elle nous dit le monde tel qu'il devrait être, c'est très bien, mais non pas tel qu'il est. Et je crois qu'il nous revient aux sciences sociales, bien sûr, mais dans le dialogue avec ceux qui font de la santé publique, ceux qui font de la médecine clinique, ceux qui font de la recherche biologique, qu'il revient de décrire aussi le monde tel qu'il est. Et loin d'éluder l'action ou de la paralyser, je crois que si on comprend comme ça les sciences sociales, elles peuvent éclairer cette action dans un dialogue qui se fait avec les acteurs, ces acteurs dont j'ai parlé, professionnels, mais aussi bien sûr les acteurs locaux. Je vous remercie et m'excuse d'avoir été un peu long.